Ce que j'adore avec mon podcast, c'est que j'apprends des tonnes de choses au fur et à mesure que j'enregistre, évidemment. Et aujourd'hui, on m'a parlé d'un sujet dont j'avais jamais entendu parler avant. C'est l'intelligence situationnelle. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept, mais aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir Gila Clara Kessous, qui est une coach, qui est artiste de l'UNESCO pour la paix, qui est aussi enseignante-chercheuse à Harvard. Et avec elle, on parle de la gestion de l'incertitude, de la gestion de ce qu'on appelle une situation VUCA. Vous allez voir dans le détail ce que c'est. Et puis, on parle beaucoup d'éducation, de comment aider ses enfants à gérer une situation d'incertitude, c'est-à-dire la situation dans laquelle on rentre de manière assez vive. Donc, je vous laisse écouter l'épisode qui est plein de références, qui est plein de choses, plein de tips aussi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Gila. Bonjour Grégory. Comment ça va aujourd'hui ? Bon. On est dans une période un petit peu tumultueuse et qui va générer pas mal d'incertitudes. On sait déjà que les gens vont pas très bien et on sait qu'ils vont pas aller très bien dans les mois, années à venir, mentalement. Et ça, c'est en raison d'une incertitude qui devient de plus en plus forte. Peut-être la première question, c'est comment on fait pour gérer son incertitude ? Alors, excellente question, Grégory. Et si jamais j'avais la réponse à cette question, je pense que je serais milliardaire. Là où je pense que je peux être utile, c'est pour essayer de clarifier la définition d'incertitude et essayer de montrer ce qu'il existe en termes de moyens pour parvenir à essayer de calmer ses angoisses face à cette incertitude. Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre dans la définition de l'incertitude, c'est la différence qu'il existe entre l'incertitude et le hasard. Le hasard est quelque chose qui peut se prédire. C'est-à-dire qu'on a toutes les probabilités qui permettent de pouvoir envisager encore une possibilité de prédiction. Par exemple, si jamais je mets une boule verte, une boule rouge et une boule blanche dans un chapeau, je sais très bien que si je plonge ma main dans le chapeau, j'aurai une certaine probabilité pour pouvoir trouver une de ces trois couleurs. Ça, c'est le hasard. L'incertitude, c'est quand je plonge ma main dans le chapeau et que je tombe sur une boule noire, une boule à paillettes, une boule qui n'était absolument pas prévue. On aime les paillettes, hein. On aime les paillettes. Et c'est en fait ce qui s'est passé avec la Covid, c'est ce qui s'est passé dernièrement, c'est cette incertitude qui tout d'un coup arrive hors de toute possibilité de prédiction. Et quand tu dis comment réussir à essayer d'un peu calmer cette angoisse face à l'incertitude, il existe aujourd'hui des moyens rationnels de pouvoir essayer de rendre l'inconnu un peu moins inconnu. Et c'est vrai que ces différentes méthodes ont été utilisées, notamment dans un cadre militaire ou même dans un cadre d'entreprise. Donc, pour te donner une idée, on parle par exemple d'un monde VUCA. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce monde VUCA ? Je connais le monde VUCA, ça me dit quelque chose, mais je serais absolument incapable de le définir. Alors, ce monde VUCA qui est très à la mode, aujourd'hui on parle d'un monde VUCA lorsque l'on veut décrire un monde qui est, je reprends l'acronyme, V pour volatile, U en anglais uncertain pour incertain, C pour complexe et A pour ambigu. Donc c'est cette volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté qui va donner en fait les 4 composantes de l'impossibilité d'appréhension totale d'une situation. Et c'est vrai que on essaye de plus en plus de développer ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle qui va permettre, en fait, avec un sens de la débrouille, de pouvoir réussir à se sortir de cet incertain lorsqu'il apparaît jaillissant sous nos yeux. Alors, tu m'as fait découvrir le terme d'intelligence situationnelle, mais comme on est là, je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc, je suis très curieux que tu me décrives, parce que je connaissais l'intelligence émotionnelle, tu vois, le QI, le QE, etc. Mais situationnelle, j'avais jamais entendu parler. Donc, je suis très curieux que tu nous, finalement, nous éclaires sur ce que c'est que l'intelligence situationnelle. L'intelligence situationnelle, c'est vraiment le sens de la capacité de l'individu à pouvoir réagir face à l'incertain. Donc c'est vraiment tout à fait lié à ce que tu disais. C'est comment je réussis à pouvoir trouver l'intelligence, justement, lorsque je dois
faire appel à des choses que je ne sais pas. Et je me rappelle de cette très belle citation qui disait que l'intelligence, c'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et c'est exactement ça, l'intelligence situationnelle. C'est-à-dire comment je réussis à m'habituer pour faire en sorte que face à l'incertain, qui finalement est notre quotidien aujourd'hui, je réussisse à continuer à naviguer, à faire en sorte que mon paquebot ne craque pas et à trouver, un petit peu comme MacGyver, les outils nécessaires pour pouvoir continuer à garder le cap. Est-ce que ça se rapproche de la résilience ou c'est l'inverse de la résilience? Que la résilience, ça voudrait dire je m'adapte finalement aux problèmes qui sont devant moi. Alors la résilience, c'est plus quelque chose qui s'apprend en dépit de soi. C'est-à-dire que la résilience, c'est quelque chose que l'on apprend avec, on va dire, une frustration, avec un traumatisme, avec un accident. La résilience, c'est ce quotient qu'on va réussir à pouvoir mesurer lorsque, au travers d'un séisme personnel, au travers d'un accident, on voit l'individu non pas se casser, mais résister et devenir encore plus résistant. Donc il y a quelque chose qui fait que le corps comprend, mais non seulement par l'échec, mais par l'épreuve du feu. Donc la résilience, on va dire, face à l'incertain, ce serait un corps qui se serait effondré, mais qui aurait réussi à trouver la force quand même de continuer, et donc qui aurait appris à partir de cet échec ou de cet effondrement. L'intelligence situationnelle, c'est permettre encore autre chose que la résilience, puisqu'on essaye de passer à côté de l'accident. C'est-à-dire qu'on arrive à, vraiment, lorsqu'on voit la comète là, qui tombe sur notre tête, à se dire, tiens, il y a quelque chose qui arrive, et tout de suite trouver une capacité immédiate, en fait, d'improvisation. Et c'est ce que j'aime aussi, puisque tu sais combien est-ce que je suis quelqu'un de passionné par le théâtre. Et j'allais y venir, justement. C'est vraiment ce que l'on a dans un cadre d'improvisation théâtrale. Justement, donc toi, tu viens du théâtre. Est-ce qu'il y a vraiment... Donc, c'est ce que tu expliques, en fait, j'allais dire, mais est-ce qu'il y a vraiment un lien? Et j'allais te demander quel était le lien, etc. Mais du coup, pardon, tu réponds à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu as appris au théâtre, principalement, je ne sais pas principalement, mais en partie, c'est d'improviser. Et du coup, d'être capable de t'adapter et d'avoir cette intelligence situationnelle, c'est ça? Alors, le théâtre m'a appris tellement plus que ça. Oui, j'imagine. Aujourd'hui, le théâtre m'a appris la question de la posture, du corps qui doit se tenir quand il est vu, ce qui est une vraie question aujourd'hui dans un cadre de dirigeance. Le théâtre m'a appris aussi l'utilisation du mot juste, qui est là aussi un vrai travail au niveau de l'impact que l'on veut avoir. Mais ce que tu dis est parfaitement juste, c'est-à-dire comment réussir à s'adapter lorsque l'on est en improvisation. C'est-à-dire lorsqu'on a tout d'un coup, non seulement, on va dire, des joutes d'improvisation, donc on donne 2 ou 3 mots et on doit faire avec son partenaire, mais surtout lorsqu'on a face à soi un partenaire qui oublie son texte et qui vous regarde avec un air désespéré, et là, voilà l'intelligence situationnelle qui arrive. Et ça, c'est absolument merveilleux parce que des moments comme ça, c'est des moments de solidarité pure où là, il va falloir que vous trouviez une capacité de réactivité très grande. On va parler de collectif d'ailleurs, ça va m'intéresser ce que tu vas dire là-dessus. Mais est-ce que... Enfin, la question, naturellement, c'est comment on la développe, cette intelligence situationnelle? Est-ce qu'on l'a à la naissance? Et comment on fait si c'est pas le cas, comment on fait pour la développer si c'est pas inné? Est-ce qu'il faut tous prendre des cours de théâtre, d'impro? Comment ça fonctionne? Je dirais que ça ferait pas de mal de prendre quelques petits cours d'impro. Moi, je n'ai jamais pris. J'hésite en plus, je devrais le faire et puis je l'ai pas fait, tu vois. Bon, en as-tu vraiment besoin quand je vois la capacité que tu as à rebondir? Je pense que oui, mais bon. La capacité d'intelligence situationnelle se muscle. C'est un muscle qui peut tout à fait se renforcer à partir du moment où on essaye de la développer. Est-ce qu'elle existe depuis la naissance? Le gros problème, c'est qu'il faut être dans des environnements difficiles pour voir que l'enfant va commencer à développer une capacité de curiosité pour justement trouver une façon de pouvoir s'alimenter, une façon de pouvoir s'épanouir, etc. Mais, j'allais dire, l'intelligence situationnelle, c'est déjà ce que fait l'enfant lorsqu'il apprend
100 fois à devoir se relever pour marcher. Alors là, on me dira, est-ce que c'est de la résilience ou alors est-ce que c'est de l'intelligence situationnelle ? C'est pas forcément de la résilience puisque le fait de tomber ne va pas le marquer à vie. Donc c'est pas quelque chose qui va conscientiser comme un échec, ce qui est en fait le fondamental dans la résilience. C'est le dépassement d'un échec, la résilience. Alors qu'en fait, l'intelligence situationnelle, c'est ça. Voir que je n'y arrive pas, essayer de voir est-ce que ça vaut la peine que je réessaye, et ensuite essayer de voir qu'est-ce que j'ai comme autre possibilité. L'enfant à un certain moment va se dire si je pleure très très fort, peut-être qu'on me prendra dans les bras. Si le parent est assez fort pour dire non, on ne te prend pas, l'enfant va devoir muscler en fait son intelligence situationnelle et accepter de développer une capacité nouvelle. Donc en fait, c'est ça qui est assez difficile. Plus on a un environnement confortable, moins on va muscler sa capacité d'intelligence situationnelle. Alors, ça veut dire, si je ne me trompe pas, qu'il faut sortir de sa zone de confort de manière régulière. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand tu sortais de ta zone de confort, en particulier, on dit souvent, quand tu es à l'étranger, va dans un supermarché ou quoi, parce qu'en fait, ça va te développer ta capacité, comment on appelle ça d'ailleurs pas mentale, mais en fait, ça va générer de la plasticité mentale, voilà. Est-ce que c'est associé, la plasticité mentale et l'intelligence situationnelle ? Oui, la plasticité mentale est tout à fait associée à l'intelligence situationnelle, puisqu'en fait, plus on va développer l'intelligence situationnelle, plus on va voir qu'il va y avoir des aires du cerveau qui vont de plus en plus se développer. Là où ça devient assez fabuleux, c'est quand on va se rendre compte qu'en fait, les chemins, les canaux vont pouvoir être même réactivés lorsqu'on va se trouver devant quelque chose qui est inconnu et devant lequel on ne va pas reculer parce qu'on va réussir à trouver une certaine force pour y aller, même si ça a l'air d'être quelque chose qui est nuisible ou qui nous fait peur. Et c'est vrai qu'en termes de confiance en soi, plus on va réussir à aller gratter là où on sent que c'est quelque chose qui nous fait peur, plus l'intelligence situationnelle va se développer. Alors qu'est-ce qu'on dit aux personnes qui sont à mort dans le contrôle ? Qui sont en train de nous écouter, forcément, en partie en tout cas. Eh bien, on leur dit qu'il faut se rappeler un petit peu de ce que faisaient à l'époque les Spartiates, vous savez, ces personnes qui préparaient la mort tous les jours en se préparant mentalement, psychologiquement. En fait, eux, leur but, c'était de réussir à faire venir dans leur zone de confort ce qui était le plus grand inconfort et ainsi, finalement, réussir à devenir des personnes qui avaient de moins en moins peur de l'existence. Et je pense qu'en fait, plus on va être dans le contrôle, plus on va réduire son champ d'incertitude et donc, d'une certaine manière, mourir en termes d'intelligence au moins situationnelle, c'est sûr, mais même d'intelligence tout court. Donc je pense que la curiosité intellectuelle nous demande de pouvoir, surtout dans des temps comme ceux que l'on vit, de pouvoir oser se défier, se mettre au défi personnellement pour aller dans des chemins nouveaux et même dangereux. Donc en fait, si j'ai bien compris, mais tu vas me dire, l'intelligence situationnelle, c'est un muscle hyper important à développer, qui se développe en se mettant hors de sa zone de confort, en se mettant un peu en danger, mais aussi on peut aussi le travailler en faisant des cours d'impro. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour développer cette intelligence situationnelle ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont... Alors, si c'est pas inné, il y en a un petit peu d'inné, c'est ce qu'on a discuté juste avant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus doués, parce qu'on dit, il y a des gens qui ont un QI incroyable, ils naissent avec, voilà, c'est fou, ou d'intelligence émotionnelle. Je suis pas certain que ce soit très inné, moi non plus, mais bon, ça c'est une autre discussion. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu apprends par tes expériences, et en fait, ça devient, en fait, par l'expérience, pas des zones de confort, mais disons, des zones où tu es plus à l'aise, on va dire. Donc, par exemple, tu peux être à l'aise à sortir de ta zone de confort, typiquement, quand tu as l'habitude de le faire. Et il y a des gens pour qui c'est compliqué, tu vois, de sortir. Tu demandes à des Américains qui n'ont jamais quitté, alors je prends un exemple idiot, mais qui n'ont jamais quitté leur pays, voire leur état, tu vois, de leur dire, tiens, on va te faire voyager en Italie, ou ça, tu vois, ils savent pas que c'est en Europe. Et alors là, pour eux, c'est, voilà, et ils ont des médicaments, comment ça se passe? J'exagère un petit peu, mais il y a quand même de ça. Et puis, il y a des gens qui ont plus l'habitude et du coup, qui ont appris aussi au fur et à mesure que, par exemple, quand ils se mettaient en danger, ça allait bien se passer.
Moi, je fais partie de ces gens-là. Clairement, je sais que quand je me mets en danger, ça va aller, en fait. C'est pas si horrible que ça. Et donc, ça, c'est un apprentissage que j'ai fait. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui sont là, peut-être, ou celles qui y sont pas? Parce qu'en fait, c'est aussi difficile, finalement, de se dire, voilà, je vais me mettre en danger. Et puis, quand je dis ça... moi, je me suis mis en danger sur des petits trucs. Techniquement, quand on voit alors, justement, Vulca qui arrive devant nous, les mondes Vulca, moi, je parle de polycrise, mais globalement, c'est la même chose. Au final, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Il va falloir s'adapter en permanence. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ont eu ces expériences, tu vois, qui ont appris ça? Et puis, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui n'ont pas appris ça, qui ont des enfants et qui disent « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Alors déjà, il faut savoir que se mettre en danger, tout est relatif. On va pas essayer d'ouvrir la fenêtre et puis de voler en se disant je veux essayer de développer mon intelligence situationnelle. Il y en a qui ont des problèmes. Exactement. Je pense que ce que tu dis est vrai, à savoir que tu parlais tout à l'heure de ton expérience, de te mettre en danger en te disant ça va aller. Et là, on vient à quelque chose que tu voulais qu'on discute aussi, cette question d'optimalisme, qui est fondamentale. Moi, j'ai eu la chance de suivre les enseignements de Tal Ben-Shahar, qui est le professeur qu'on appelle le professeur de bonheur à l'université d'Harvard. Et ce professeur de bonheur, qui a fait le cours le plus populaire de Harvard Université, nous développait justement cette notion de psychologie positive autour de l'optimalisme, qui est très importante dans l'intelligence situationnelle. L'optimalisme, c'est la combinaison entre l'optimisme et le réalisme. Et en combinant les deux, on arrive justement à trouver quelque chose qui est en dehors d'un optimisme béat, qui serait quelque chose de très naïf, bisounours, etc., mais qui reste encore très accroché au réalisme. Et donc l'optimalisme, et je vous conseille de pouvoir lire plusieurs livres de Tal Ben-Shahar. Moi, mon préféré, c'est L'apprentissage de l'imperfection, par exemple. Je connais pas l'auteur, donc tu vois, je suis ravi. Je connaissais même pas son nom, donc. Tu verras, des nouvelles choses à découvrir. Hein. Ouais, tu aimeras beaucoup. L'apprentissage de l'imperfection, c'est vraiment un livre qui se lit très facilement. Je le conseille vraiment à tous les auditeurs et qui donne vraiment plein de petits trucs et astuces sur déjà la confiance en soi, sur l'acceptation du lâcher prise et de pouvoir aller justement sur ce côté-là de régulière petite mise en danger. Et la mise en danger, voilà, c'est oser prendre la parole en public alors qu'on a peur dans un cadre très restreint. C'est oser pouvoir inviter des personnes de sa famille alors qu'on a toujours peur du regard qu'ils peuvent poser sur nous lors d'un dîner. C'est vraiment des toutes petites choses qui en fait vont modifier vraiment notre état de conscience vis-à-vis de ce que l'on peut imaginer, de ce qu'est cette mise en danger. Pour que quand le danger arrive, pour que quand l'inattendu arrive, l'incertain arrive en fait, il ne soit pas perçu comme une catastrophe. Et c'est vraiment ce que tu dis et ce que j'aime beaucoup, c'est ça va aller. C'est-à-dire que quand la Covid arrive, ça va aller. C'est parce qu'en fait, et on s'en est rendu compte aussi beaucoup vis-à-vis des malades de la Covid, c'est qu'il y a bien entendu l'horreur de la Covid qui arrive avec tous les symptômes, etc. Mais il y a aussi une telle frayeur et une telle crise d'angoisse de la part du patient qu'en fait, psychologiquement, la personne est détruite parce qu'elle ne sait pas que ça va aller. Elle ne sait pas que ça peut encore aller. Et là, on voit vraiment une différence entre les personnes qui peuvent réussir à tenir aussi et les personnes qui n'y arrivent pas. Ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser au tatouage que j'ai là sur l'avant-bras. Tu vois, que j'ai fait il y a... C'était en 2009, donc c'était il y a 13 ans. Oui, donc c'est écrit « Ce moment aussi passera ». Et ça veut dire ça, c'est-à-dire quand ça va pas, ça passera. Et quand ça va bien, profites-en parce que ça passera aussi. Donc cette instabilité permanente. Ça me fait penser à ça et ça me fait penser à ce que je te disais tout à l'heure, à ce livre de Frankl qui s'appelle Man's Search for Meaning, qui est un bouquin exceptionnel. Et où il explique ça aussi, c'est-à-dire... moi, en tout cas, c'est vraiment la partie que j'ai retenue, cette idée d'optimisme réaliste, parce que les optimistes, en
en fait, ils tiennent pas le coup parce qu'ils pensent que ça va aller, mais très vite. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent que ça va pas durer, en fait. Que non, mais t'inquiète. Et en fait, parfois, ça dure. Et là, typiquement, sans vouloir démoraliser qui que ce soit, on rentre dans une période assez longue de VUCA, c'est ça? On appelle ça VUCA, ouais. VUCA. On rentre dans une période assez longue VUCA, donc de crise. En réalité, ça va durer un petit moment. Et c'est pas grave, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'en fait il y a plein de choses qui vont pas dans notre société, et c'est là où je vais revenir aussi au collectif versus l'individualisme, aux croyances en tout cas. Et c'est intéressant parce que tu parles du Covid, et justement j'ai réalisé il y a pas longtemps, en discutant avec un anthropologue, c'est lui qui me disait ça, que en fait l'individualisme était une croyance, et j'ai réalisé que toute la discussion autour du vaccin, je veux pas me faire vacciner, je veux me faire vacciner, etc. Finalement, tu avais les gens qui croyaient dans l'individualisme, qui pensaient qu'ils avaient le droit de choisir, parce qu'en fait c'est la croyance de la société, voilà, donc ils se disent bah, attends, mais j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon corps. Et puis de l'autre côté, la réalité qui est en fait non, en fait on est dans une société collective. Et en fait, t'as pas trop le choix de choisir. Et ça a été très violent pour beaucoup de gens. Donc, je comprends les deux côtés. Et j'avais cette discussion avec quelqu'un d'assez proche. Je lui disais, mais imagine-toi dans une tribu de 150 personnes. S'il y en a 10 qui veulent pas se faire vacciner, d'après toi, qu'est-ce qui se passe? Bah, clairement, ils restent pas dans la communauté, quoi. Il y a pas de secret. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que t'as commencé rapidement à parler de collectif, versus l'individualisme, et je trouve que tu vois typiquement ça c'est en train de s'effondrer, cette croyance de l'individualisme. On va être forcé à la faire effondrer de toute façon, et je pense qu'on l'a bien vu pendant la Covid. J'ai toujours un peu de mal avec l'acronyme. Toujours. J'aimerais bien que tu nous parles de collectif versus individualisme un tout petit peu, si c'est un sujet qui te... Bien sûr, avec plaisir. Pour moi, ces questions-là de collectif et individualiste, elles se retrouvent dans mes préoccupations lorsque je coach des managers et des leaders. C'est assez intéressant de voir comment est-ce que la question du management est mal comprise, et combien est-ce que pour un manager ou pour un leader, la question du collectif et de l'individuel sont les mêmes, alors que ce n'est pas du tout les mêmes. Mm-hmm. Et voilà, toi qui connais aussi bien les questions de leadership, j'aimerais bien faire une toute petite parenthèse là-dessus, parce que je te répondrai de façon peut-être plus éclairée. Le manager, c'est vraiment celui qui doit être l'homme de l'ombre. C'est celui qui va travailler sur le collectif, et c'est celui qui va jouer en fait à être dans la cuisine pour faire monter l'autre en compétence. Le leader, lui, bien sûr, il doit accepter d'être en lumière. Il doit accepter d'aller au front, et d'une certaine manière, il doit accepter d'être seul. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a plus la place d'avoir de l'individualisme ? Je pense qu'on doit avoir de la place pour des leaders. On doit avoir de la place pour des personnes qui vont, pourquoi pas, essayer d'avoir le courage de pouvoir parler pour des collectifs et de pouvoir essayer de créer du followership, puisqu'un leader n'est là que par ses followers. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin du collectif plus que jamais ? C'est pour ça qu'on a des managers qui doivent être en charge du liant. Mais il ne faut pas confondre courage managérial avec un courage de leadership, sachant que pour moi, un courage de leadership vaut beaucoup plus qu'un courage managérial. Parce qu'en fait, le leader prend tous les risques. Donc pour moi, l'individu, aujourd'hui dans notre société, il existe, il doit perdurer à partir du moment où cet individu se dit conscient de représenter une certaine collectivité et a le courage de pouvoir aller jusqu'au bout de cette représentativité, sans volonté bien sûr de poursuivre quelque chose qui soit, je rêve bien sûr, mais égocentrique ou égoïste bien sûr. Non, bien sûr. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, bien sûr, l'individu existe, tu vois, mais il existe au sein d'une société humaine. Après, ça, c'est vraiment les théories de Durkheim et compagnie, donc c'est vraiment la naissance de la sociologie, mais parce que c'est toujours des mouvements de balancier finalement. J'ai l'impression qu'on est allé un peu loin
dans cette notion d'individualisme, et que là, il y a une sorte de retour de bâton, finalement, et qu'on est en train de rééquilibrer en disant en fait, en fait, on est plutôt dans une société, et donc on est des individus, mais on est tous très liés, et puis en fait, on parle beaucoup, tu sais, de se reconnecter à la nature. Bon, on sait tous on fait partie de la nature, enfin on sait tous, plus ou moins, mais je pense que les gens qui écoutent, en tout cas, ont bien conscience que ça, on fait partie de la nature, hein, donc on n'y a pas besoin de se reconnecter, a priori on est dedans, mais c'est juste de le réaliser, de le reconnecter sa tête éventuellement. Mais ça se rappelle aussi beaucoup à nous, et on va voir, je pense, dans les années à venir, bon, c'est pas je pense, c'est sûr, de plus en plus d'accidents climatiques. On en a eu un là ce week-end. Donc ça va arriver de plus en plus couramment, et ça rappelle aussi à la connexion, à tout, et donc au fait qu'on doit être dans ce collectif, non ? En fait, la question derrière, c'est est-ce que dans cette intelligence situationnelle, il y a aussi cette intelligence de se dire, je peux pas y arriver tout seul, tu vois, il faut que je saille avec les autres. Mais pourquoi est-ce que le coronavirus est tellement fort ? Moi, je pense qu'on arrivera à le combattre quand on arrivera à pouvoir donner une sorte de réponse schématique de l'individu et du collectif comme il nous le montre. Le coronavirus, quand on le regarde sous le microscope, on le voit à une forme de couronne. Qu'est-ce que c'est qu'une couronne ? Il y a des pointes qui sont une sorte d'individu, et puis c'est relié. Et moi, je pense qu'en fait, plus on va réussir à travailler comme ça en couronne, et attention, le coronavirus, c'est pas des millions de points, c'est plusieurs cellules avec un certain nombre de points finis. Donc je pense que plus on va réussir à faire comprendre que l'individu ne doit tenir qu'en couronne, avec un certain nombre de chapelles finies, plus on va réussir déjà à pouvoir essayer d'avoir un nombre plus humain, plutôt que de penser qu'on est interconnecté de façon galactique, etc. Je pense que le collectif, il doit être appréhendé de façon saine, humaine, et à des échelles qui sont beaucoup plus appréhendables qu'aujourd'hui. Pour te répondre sur l'intelligence situationnelle, bien sûr, tout d'un coup, là, tout le monde se demande, mais comment est-ce que je vais faire pour réussir à gérer l'incertain, c'est terrible, etc. Bien sûr, on se dit, mais peut-être que je vais voir ce que fait l'autre, comme ça, je peux essayer, s'il a un abri atomique, de me faufiler. Il y a quelque chose qui demande une compréhension plus profonde. Et ce que je dis sur cette forme de couronne, c'est peut-être pas si bête que ça par rapport à une certaine matrice de compréhension. Je pense qu'il doit y avoir une certaine compréhension de formes humaines qui doivent exister en sous-groupes, qui pourraient être justement des sous-groupes couronnes, et qui permettraient comme ça des sortes de parcelles de sens, et qui pourraient être envisagées sans bien entendu être déconnectées du tout. Mais c'est vrai qu'à force d'être connecté à tout, on est connecté à rien. Et c'est vrai qu'on le voit quand on dit qu'on veut être connecté à la nature. Bon, ça donne des choses qui sont quelquefois complètement aberrantes. Il y a, et tu as parfaitement raison, des catastrophes naturelles qui existent. Il faut pouvoir en prendre connaissance et avoir conscience de l'ampleur. Maintenant, il faut pouvoir faire quelque chose aussi à notre échelle. Donc, que les choses... Lorsqu'on dit ça à des personnes qui comment dirais-je, se sentent pas concernées, elles vont vous répondre, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? C'est que je vais, en triant mes déchets, que la planète va aller mieux. Donc, si tu veux, on a cette espèce de discours complètement déconnecté, et donc toute l'éducation écologique, par exemple, en termes d'intelligence situationnelle, serait de montrer, et ça a été fait, mais il faudrait le faire encore plus, serait de montrer la chaîne de toutes les actions que peut faire une personne pour justement essayer de encore mieux sensibiliser. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, dans le sens où je parlais tout à l'heure de tribus, tu sais, quand je faisais référence au Covid. Ça faisait longtemps qu'on avait parlé de Covid. Je parle plus du tout du Covid, c'est marrant qu'on en parle autant, c'est drôle. Mais en même temps, c'est une grosse crise qu'on vient de connaître, et qu'on va connaître encore un petit peu, je pense, mais on va voir comment ça se déroule. Il y a une notion qui me semble importante. Alors, moi, je l'ai utilisée beaucoup dans les entreprises, plutôt. Mais je crois que c'est vrai aussi au niveau des villes, des pays. C'est que la taille déresponsabilise. C'est-à-dire que
quand tu es dans une grande ville, tu connais personne et personne te connaît, tu peux avoir des conneries en fait. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout, personne ne sait. Ou tu décides, admettons, ne pas te vacciner, ou je sais pas quoi, et je n'en veux pas aux gens qui se vaccinent pas, bien sûr, mais personne ne le sait, et puis voilà. Tandis que quand tu es dans une petite communauté, du coup, alors j'ai pas le mot en français, j'ai toujours du mal à le trouver, accountable, tu vois, en fait, responsable. Responsable, oui. T'es responsable, c'est-à-dire que tu peux, si tu fais des conneries, en fait, les gens vont le savoir, techniquement, donc tu peux pas trop faire de conneries, finalement. Et est-ce qu'il y a pas cette notion-là de se dire, en fait, finalement, on a eu cette idée, et pour lesquelles les religions nous ont beaucoup aidés, de communautés extrêmement larges, avec un certain nombre de règles qui étaient définies par les religions. Je parle des religions monothéistes principalement. Et puis comme les religions aujourd'hui sont plus du tout suivies, c'est aussi un peu pour ça que les gens sont paumés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grands récits pour contrôler ces grandes communautés. Et du coup, c'est peut-être ça aussi un peu, entre guillemets, le bazar que ça crée, non ? Tu crois pas qu'il y a cette notion aussi ? C'est vrai que la notion de perte de sens, elle est là. Elle est là. Dans les religions monothéistes, on avait quand même cette idée de pouvoir avoir une direction, avoir la menace aussi, si jamais il y avait quelque chose qui ne devait pas être suivi en termes de 10 commandements ou autre. C'est vrai que en dehors du spirituel, il faut avoir quand même foi en l'homme pour réussir à ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, parce qu'à partir de là, on a réussi quand même à avoir le code civil pour nous permettre d'avoir ces différentes limites. Mais ce que tu dis sur la taille est très intéressant. C'est vrai, la taille déresponsabilise. Ce qui était fou pendant la quarantaine, si on regarde ce qu'il en était lorsqu'on était tous, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, enfermés chez nous. Ce qui était fou, c'est qu'en fait, on faisait du sans contact alors qu'on était hyper connectés. On n'avait jamais été en fait autant connectés par Zoom, par Teams, et c'est vrai que du coup ça a donné cette espèce de double de soi qui aujourd'hui donne le méta en fait, le métaverse. Et je pense que là on va avoir une déresponsabilisation, et on le voit déjà avec les différentes expérimentations dans le méta. Bien sûr. C'est-à-dire comment mettre des lois dans un espace trop grand. Comment mettre des lois dans quelque chose qui est de l'ordre du digital, etc. Et là, par exemple, l'intelligence situationnelle, ce que je dis est vérifiable, lorsque on vient de se faire agresser dans le métaverse parce qu'on est une femme et que le soir, on s'est promené dans ce qui était pour de faux les Champs-Élysées, et que, alors qu'on s'est fait agresser, on nous a dit mais il fallait enlever tes lunettes parce que sinon tu ne te serais pas fait violer. Donc, comment essayer de réussir à sortir de ce genre de choses? Et ça, en termes d'intelligence situationnelle, ça va demander à avoir une autre réactivité et d'autres paramètres, ça c'est sûr. Une question qui me semble hyper intéressante, importante pour les gens qui nous écoutent aussi, parce qu'on parle beaucoup depuis le début d'intelligence situationnelle. Comment tu peux éduquer tes enfants ou les préparer, entre guillemets? Parce qu'il y a... je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, naturellement, et qui se posent beaucoup de questions sur est-ce que j'ai bien fait de faire des enfants? Je les adore, et en même temps, le monde qu'on leur laisse, c'est quand même difficile. On voit bien que ça devient de plus en plus dur. Ça devient très concret, quand même, ce changement climatique, toutes ces crises. On voit la guerre en Ukraine, etc., etc. Quels conseils on peut avoir pour des parents qui veulent aider leurs enfants à se préparer dans ce monde à venir, le monde VUCA? Alors déjà, si vous posez la question de savoir si vous avez bien fait d'avoir des enfants, vous avez bien fait. Voilà, ça c'est déjà une première chose. C'est important. Deuxième chose, sachez qu'il existe aussi beaucoup de recherches sur la parentalité positive, qui est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle propose la psychologie positive appliquée à la parentalité. Je voudrais citer par exemple les travaux de Faber et Maslich, qui sont deux jeunes femmes qui ont été les disciples de Chaim Guinot, qui a été le premier pédopsychiatre. Formidable, vraiment. Elles viennent du Canada, elles ont fait des livres qui s'intitulent « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». Et ça pour les tout petits, pour les ados aussi. Donc je vous conseille vivement de regarder
tout ce qui touche à la pédagogie Faber et Maslach. Si vous êtes intéressé aussi en tant que comédienne, j'ai pu enregistrer des contes de psychologie positive qui existent et qui s'appellent les Blipous. Et vous verrez qu'ils sont justement B-L-I-P-O-U-X, les Blipous. Vous pourrez regarder sur Internet, qui permettent à l'enfant de pouvoir justement essayer de comprendre les possibilités de psychologie positive par rapport au fait de broyer du noir, etc. Enfin, vous trouverez tout facilement. Et donc, moi, je vois dans la volonté d'éducation, c'est justement de ne pas rendre les choses trop faciles, de ne pas rendre les choses trop confortables, même si, bien sûr, par un amour infini, on veut donner ce qu'il y a de mieux aux enfants. Essayez quand même, alors bon, il y a des parents qui le font à la dure, hein. Je sais qu'il y a des parents qui vont jusqu'à faire des semaines de camping par terre, etc. Bon, pourquoi pas, mais là aussi, se mettre un tout petit peu hors de sa zone de confort, c'est-à-dire ne pas donner tout de suite la réponse, essayer vraiment de permettre à l'enfant de trouver sa réponse par lui-même, même si la réponse n'est pas complète. Ça, ce sont vraiment des choses un peu maïeutiques qui sont vraiment très, très importantes à faire. Et puis, essayer aussi, lorsque l'enfant se fait mal, de pas trop dramatiser. Je sais qu'en fait, bizarrement, l'enfant regarde le visage du parent pour voir le degré de gravité de ce qu'il a. Si jamais le parent est défiguré de douleur parce que l'enfant a une égratignure, l'enfant réagira en conséquence. Donc vraiment, essayez de pouvoir travailler votre self-control lorsque vous voyez que l'enfant a un petit bobo, que c'est pas trop grave. Essayez de rester le plus maîtrisé possible pour que l'enfant ne se fasse pas de soucis, quitte ensuite bien sûr derrière à faire ce qu'il faut, mais sans en fait on va dire lui faire encaisser le choc que vous pouvez ressentir. Ce que tu dis, ça me fait penser à deux choses. D'abord, un épisode que j'avais enregistré avec une neuroscientifique qui s'appelle Sama Karaki, où elle disait que finalement ce qui était important, c'était pas la bonne réponse ou la mauvaise réponse, mais le processus à travers lequel l'enfant passait. Parce que la bonne réponse et la mauvaise réponse, finalement, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le processus à travers lequel il passe. Ça, j'ai trouvé ça vachement, hyper intéressant. Le deuxième truc auquel ça me fait penser, c'était, ça n'a rien à voir, c'était un conseil pour les parents. On disait, mais si tu places le dessert ou le sucré à chaque fois comme une récompense, s'il mange les légumes, par définition, il va toujours aller vers le sucré. Alors même déjà que naturellement, le cerveau, il y va. Mais si en plus, tu renforces ça en disant « Non, mais si tu fais pas ci, tu n'auras pas ça. » Ou « Si tu fais ci, tu auras ça. » Naturellement, ça renforce encore plus le fait que le gamin, il va vouloir naturellement le sucré avant tout. C'est vrai, c'est parfaitement vrai. Et puis aussi, insister sur l'émulation. Vraiment, ne pas hésiter. On disait toujours d'ailleurs que c'était comme ça que Einstein a été stimulé par sa maman. Elle lui demandait toujours qu'est-ce que tu as fait à l'école. Elle prenait tout le temps de pouvoir lui demander qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Et donc si vous voulez que vos enfants deviennent Einstein, vous savez quoi faire. Et puis ça, on dit toujours que c'est un peu la différence entre la pédagogie à la française et la pédagogie à l'américaine. Entre une pédagogie à la française qui dit 3 plus 1 égale 5, et la pédagogie à la française dira non, c'est nul, 0. La pédagogie à l'américaine dira presque, essaye encore. Donc c'est vraiment ne pas être trop cassant, jamais travailler sur l'identitaire. Ça aussi, c'est quelque chose de très important à entendre. Ne jamais faire de retour, de feedback d'ailleurs, que ce soit à son enfant, à son employé ou aux personnes de son entourage. C'est très difficile, mais ne jamais le faire sur de l'identitaire. C'est-à-dire, tu es nul à chaque fois qu'on va utiliser le verbe être. Tu es nul, c'est nul, t'es vraiment pas doué. En fait, sans se rendre compte, on est en train de créer des étiquettes. Et vraiment, l'enfant, ou même l'employé ou autre, aura beaucoup de mal à s'en remettre. Beaucoup plus travailler sur le plan du faire. C'est-à-dire, non, ce que tu as fait est inexact, voilà ce qu'il faut reprendre. Et vraiment essayer toujours de vraiment reprendre ce qu'il n'a pas fait de juste plutôt que d'être sur l'identitaire, le c'est nul ou tu es nul. J'allais dire, ça va penser au le tutu. Tu sais. Exactement, c'est vraiment cette idée-là du tutu. Est-ce que, je vais poser une question qui va à l'inverse de ce que tu racontes, mais du coup ça va être intéressant d'avoir ton avis. Est-ce que cette pédagogie positive, ça met pas un peu trop de pression aux parents
Est-ce que les parents, ils se sont jamais autant occupés de leurs enfants et pourtant ils ont l'impression de ne pas le faire assez? Tu vois, il y a vraiment cette notion aussi. J'avais lu ça quelque part et j'avais trouvé ça intéressant de se dire, mais en fait, ce parent parfait n'existe pas. Et en fait, d'autant plus que, alors moi, je ne crois pas du tout dans la famille nucléaire. Je pense que ce concept qui vient aussi de l'individualisme et aussi de la société moderne qui nous permet de le faire financièrement, je pense qu'il est extrêmement difficile parce qu'en fait, avant, tu vois, il y a cette expression « it takes a village ». Donc ça prend un village d'élever un enfant et en fait, c'est hyper difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui sont morts sur l'autel de la famille nucléaire. Et en fait, c'est juste parce que c'est un modèle qui est genre enfin, tu vois, c'est pas accessible, mais c'est quand même très 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 difficile, à part surtout quand t'as le choix. Avant, les couples, ils avaient pas trop le choix, donc voilà. Mais est-ce que c'est pas mettre beaucoup de pression aux parents de parler de cette pédagogie positive, de toujours vouloir faire mieux, etc., etc. Même si je t'ai demandé des conseils en premier lieu, hein, donc je sais que... Mais tu as parfaitement raison, c'est une grosse pression que les parents se mettent eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, lorsque je parle de Faber et Maslich, ou quand je parle de psychologie positive, ou même lorsque je parle à des managers ou des leaders, le but, je leur dis toujours, c'est pas de les formater. C'est vraiment de pouvoir leur proposer de voir les choses autrement. Moi, je sais que je pensais beaucoup que tout ça était de la bullshit avant de pouvoir non seulement l'enseigner, mais surtout l'appliquer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, ça me permettait de me préserver beaucoup, beaucoup. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être beaucoup moins entamée dans ma vie personnelle. Et puis ensuite, il y a des moments où, quand on n'en peut plus, on s'enferme, on dit on n'en peut plus, on dit voilà, ça suffit, j'ai besoin d'avoir du temps tranquille. On crie, on pleure, on s'arrache les cheveux. Bon, on fait ça de façon, comment dirais-je, seule, idéalement. Dans la solitude. Voilà, dans la solitude. Mais je pense que c'est intéressant de savoir ces choses parce que c'est vrai que pour avoir travaillé aussi avec pas mal de parents dans ces ateliers Faber et Maslich, j'ai des parents qui me disent mais si au moins on avait fait ça avec moi. Et donc du coup, il y a l'envie de pas faire la même chose par rapport à ce qui a été transmis. Maintenant, après, tout dépend du degré d'exigence du parent. Vous allez toujours aller avoir des gens qui sont très perfectionnistes. En fait, c'est le perfectionnisme qui tue. C'est pas la méthode. Le perfectionnisme qui dit il faut toujours faire plus, t'es pas à la hauteur, il faut que ton fils soit le meilleur, il faut que ta fille soit la plus belle. Enfin, moi, je pense que c'est le perfectionnisme qu'il faut vraiment faire taire. Et le perfectionnisme, moi, j'appelle le fameux perroquet négatif, hein, ce petit perroquet qui est sur notre épaule et qui nous rappelle, voilà, t'es pas à la hauteur, t'es jamais aussi, t'es jamais bon, voilà, ils vont se moquer de toi. Donc vraiment, c'est ce syndrome de l'imposteur qu'il faut faire taire parce que l'enfant, en fait, bizarrement, n'est pas l'application du fantasme du parent. Je dis ça pour les parents qui, par exemple, décident de mettre leur petit garçon habillé en rose et qui sont dans une école publique. Alors bien sûr, cette idée de décloisonnement non genré qui peut être tout à fait positive parce qu'aujourd'hui on s'habille comme on veut, les petits garçons, les petites filles peuvent avoir le droit, d'accord. En attendant, la réalité c'est que l'école publique n'est pas prête. Donc l'intelligence situationnelle, c'est de se dire moi j'ai très envie de montrer aux yeux de tous que mon enfant il peut mettre du rose, mais plutôt que d'habiller le pauvre gamin tout en rose et le forcer à être la risée de toute sa classe, peut-être mettre un tout petit élément pour lui permettre quand même de pouvoir ne pas être stigmatisé. Ça c'est des choses vraiment qu'il faut entendre aussi quand on est parent. L'enfant n'est pas le résultat d'un fantasme qui serait un fantasme égalitaire ou de perfection, de psychologie positive ou autre. Quoi qu'il arrive, il faut pouvoir se modérer, être gentil avec soi, être gentil avec ses enfants. Et puis quand je dis la gentillesse, c'est pas une gentillesse qui doit être quelque chose de béat, c'est pas on va dire de l'optimisme pur, c'est vraiment de l'optimalisme, c'est-à-dire être réaliste et aussi optimiste. D'ailleurs, l'intelligence situationnelle, pour terminer aussi sur ça, je pense que c'est important. En fait, l'acronyme VUCA a une résolution. Et ça, je pense que ça peut être intéressant aussi pour les auditeurs. Le V de volatile, en fait, vient se résoudre dans le V de vision.
c'est-à-dire à la volatilité de quelque chose qui change en termes d'environnement, si jamais je développe ma capacité de vision, et ça, peu importe dans quel environnement je suis, managérial ou autre, j'arriverai à pouvoir réussir à dépasser la volatilité. Le U de understanding, donc le U de uncertain, et tu as trouvé la résolution. Le U de uncertain, de l'incertain, ça donne understanding, justement, compréhension. Donc l'incertain va se résoudre dans la compréhension. Cette compréhension, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire avoir déjà conscience de qu'est-ce que je traverse moi, et qu'est-ce que l'autre traverse. Donc un vrai travail, et là je conseille de regarder le site internet de Atlas of Emotions, qui a été mis en ligne par Paul Ekman avec le Dalai Lama. Un merveilleux site internet qui existe, vous le trouverez atlasofemotions.org, et qui vous aidera beaucoup justement à essayer de vous situer sur les différents niveaux d'intensité des émotions. Donc ça, c'est le U uncertain qui devient understanding, compréhension. Le C de complexité, eh bien, va donner clarity, clarté, mais clarté de l'expression. Et ça, c'est un vrai travail en termes de communication. Comment est-ce que je peux essayer, dans ma façon de communiquer, d'être le plus clair possible. Et enfin, le A de ambiguïté, va se résoudre dans l'agilité, c'est-à-dire la capacité de réactivité, de pouvoir aussi comprendre comment je peux réussir à plier sans casser. Donc, accepter aussi de pouvoir... faire le roseau. Voilà, faire le roseau. Comme dirait quelqu'un d'autre. Hyper intéressant. Là, je reviens juste sur cette remarque sur le rose. Est-ce que, parce qu'en fait, je sais que des gens vont le penser, donc je te pose la question naturellement. Est-ce que c'est pas participer à une déconstruction de système que d'habiller son enfant en rose? Parce qu'après tout, l'histoire des couleurs pour les filles et les garçons, c'est un truc qui est assez récent. Parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas ces questions-là. Ça date du 18e, si je ne me trompe pas trop, au 19e, donc c'est super récent. Et c'est surtout une décision qui a été industrielle pour vendre plus de fringues. Donc, bon, à la base, c'est complètement construit, cette histoire de couleurs versus les genres. Est-ce que tu participes pas à la déconstruction quand tu habilles ton enfant en rose? Est-ce que, justement, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient, en avance de phase, entre guillemets, sur ces sujets? On peut mettre tous les petits-enfants en jaune de plus en plus. Moi, je vois dans les baby showers, on fait du jaune. Alors, des fois, c'est du jaune parce que la maman veut pas dévoiler le sexe de l'enfant. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est fait. Ah ben oui, parce que le jaune, c'est bon pour les deux. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'à l'école publique, dans les petites sections, on a encore rose et bleu qui arrivent très, très souvent pour stigmatiser les petits garçons et les petites filles. Donc, l'école publique est très, très en retard vis-à-vis de cette question du genre. Et c'est pour ça, ce que je dis, c'est que, bien sûr, je ne vais pas demander à ce que les personnes qui nous écoutent puissent s'habiller d'une couleur ou d'une autre. Mais ce que je veux dire, c'est juste faire très attention de ne pas faire souffrir l'enfant pour des idéaux que l'on peut avoir en tant que parent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien avoir en tête. C'est ça aussi l'optimisme réaliste. C'est-à-dire que... Enfin, ce que tu décrivais, en fait. C'est-à-dire l'optimisme, c'est se dire un jour... tout le monde pourra s'habiller comme on veut, que ce soit du rose, du vert, du fuchsia pour les garçons, pour les filles. Le réalisme, c'est aujourd'hui, si jamais je mets mon enfant en arc-en-ciel, il risque quand même d'être, si c'est pas à carnaval, stigmatisé par ses petits camarades. Je veux pas que mon enfant souffre, donc peut-être que je lui mettrai un petit accessoire, un petit quelque chose pour lui rappeler que lui, il a le droit, un jour, il aura le droit de faire ce qu'il veut. Et puis une question de discours aussi, je pense. Voilà, bien sûr, une question de discours, et puis surtout une liberté à la maison qui doit rester primordial. C'est hyper intéressant ce que tu disais, pardon, j'ai fait une aparté finalement parce qu'en fait ce qui était vachement intéressant c'était les résolutions pour chacune des lettres. Est-ce que, je reviens avec ma question du début, je maintiens, mais parce que c'est important, est-ce qu'il y a à chaque fois des méthodes pour développer chacune des compétences, si on peut appeler ça comme ça? Je sais pas si c'est des compétences ou des savoir-vivre. C'est des compétences dans le sens où tu les apprends quelque part, ça devient des savoir-vivre à partir du moment où c'est intégré. Enfin, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais est-ce que il y a des méthodes pour apprendre à faire tout ça? Alors j'ai même plus les 5 en tête, vu qu'il y en a 4, les 4 en tête. Mais oui, exactement, et c'est justement les objets de mes coachings lorsque j'interviens en entreprise. Bien sûr, en fait, moi j'appelle ça les key BEYES. On connaît
connaît tous les KPIs, les Key Performance Indicators, les fameux indicateurs de clés de réussite, dès qu'on touche à la profitabilité. Mais les KPIs, c'est quand on touche au comportemental. Donc ces index clés comportementaux, ils sont importants. Et c'est vrai que chacune des aires de VUCA suppose en fait des méthodes très précises avec des jeux de rôle. Et c'est là où on retrouve le théâtre qui vont être capitaux en fonction bien sûr de la réalité de chaque entreprise. Par exemple, si on prend le V de volatilité qui va se résoudre en vision. Là, par exemple, ce que je fais, c'est que je fais développer un outil qu'on appelle le sociogramme. Le sociogramme de Michel Crozier, peut-être que tu le connais. Non. Alors, Michel Crozier, qui est un éminent sociologue très intéressant, qui lui a développé une notion de sociogramme avec une sorte de cartographie en fait de l'environnement, en particulier quand il s'agit d'un environnement matriciel professionnel, et qui va permettre en fait dans cette cartographie de pouvoir relier les différents acteurs avec des flèches proposant de pouvoir, on va dire, stigmatiser les relations avec des plus, des moins, etc. Là aussi, je conseille aux auditeurs de pouvoir regarder Sociogramme Michel Crozier, c'est passionnant. Pour le deuxième, donc le uncertain pour tout ce qui va toucher donc l'incertitude qui se résout dans understanding, la compréhension. Là, c'est tout ce qui va toucher à l'intelligence émotionnelle. Donc là aussi, bien sûr, l'intelligence émotionnelle, Paul Ekman en est un des plus grands penseur, mais on a aussi Daniel Goleman, qui est celui qui est peut-être même le plus connu. Paul Ekman, moi j'aime beaucoup parce que Paul Ekman, il a beaucoup travaillé sur la question de l'émotion au niveau du visage, au niveau du faciès, et moi en tant que comédienne, tout ce qui était muscles du visage, tu peux imaginer. D'ailleurs, pour la petite histoire, Paul Ekman est connu puisqu'il est devenu monsieur détecteur de mensonges. Donc pour ceux qui aiment les séries Netflix, je vous conseille de regarder Lie to Me, lequel Lie to Me, qui est une série Netflix dans lequel me mentir. Lie to Me, c'est Mens-moi. Voilà. Mens-moi, c'est vrai, c'est une belle traduction. Alors ils l'ont pas traduit, mais dans lequel le profiler utilise les techniques de Paul Ekman pour savoir si oui ou non un tel a tué un tel. Donc Paul Ekman vraiment assez connu. Et là aussi il y a tout un processus pour essayer de comprendre comment dans l'intelligence émotionnelle on peut réussir non seulement à pouvoir réussir à avoir une meilleure compréhension de soi, mais une meilleure compréhension de ce que l'autre détecte de moi, parce que ça aussi c'est un gros travail. Moi je sais que j'ai pas mal de chefs d'entreprise qui viennent me voir en me disant mais voilà, est-ce que vous pourriez apprendre à mon visage à pouvoir être plus expressif ou à ne pas mentir. J'ai déjà eu des choses incroyables parce que des personnes en fait ont quelquefois des visages qui disent l'inverse malgré eux. C'est-à-dire des visages qui, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des angoisses, qui en fait reflètent plus l'angoisse que la joie, par exemple, de signer un contrat. Et ça, c'est terrible parce que pour la personne qui le voit, on se dit, est-ce que cette personne est vraiment contente de pouvoir signer le contrat? Donc ça, vraiment, cette compréhension, c'est vraiment cette compréhension intime au niveau émotionnel. Troisième dimension, avec un outil aussi à développer si vous êtes intéressé. Donc c'est cette notion de complexité qui va devenir clarté. Donc là, c'est tout ce qui touche, on va dire, la communication avec tous les outils de la communication, avec des piliers de la communication à travailler, que ce soit la gestuelle, l'ancrage, le regard, la voix, le silence. Donc ces choses-là qui demandent en fait simplement, pour les auditeurs qui voudraient un petit peu travailler sur ça, de prendre le temps de se filmer. Je sais qu'on déteste se filmer. Je le sais. Les gens le font sur Instagram. Le sais, voilà, heureusement. Mais quelquefois, même quand ils se regardent sur Instagram, heureusement qu'il y a les filtres parce qu'ils détestent se filmer. Mais si jamais, voilà, on le fait déjà sur Instagram, c'est très bien. Mais quelquefois, même sans filtre, ça vaut la peine de pouvoir se filmer, se regarder avec bienveillance et comprendre en fait comment est-ce que l'autre peut détecter ce qu'il a pu détecter lors, par exemple, d'un malentendu. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va voir que certains mots, on les dit de certaines manières que... Donc voilà, et puis bien sûr sur l'ambiguïté et puis l'agilité, là on a aussi tout un travail qui va être un travail de jeu de rôle en se mettant à la place de son pire ennemi. Ça c'est quelque chose de très intéressant aussi. C'est-à-dire qu'en fait on fait un interview, on demande à quelqu'un de pouvoir nous interviewer et on est en fait
dans les chaussures de son pire ennemi et on parle de soi. Et ça, c'est absolument bluffant parce que le jeu de rôle est tellement bien fait qu'à un certain moment, on parle vraiment comme si on était à la place de la personne. Et là, ça vaut vraiment la peine de commencer à écrire parce qu'en fait, on commence à avoir de vrais, on va dire, de vraies remarques, de vrais commentaires, de la vraie matière pour pouvoir commencer à discuter avec cette personne. Parce qu'elle nous dit vraiment qu'est-ce qui se passe en fait en termes de ressenti, en termes de problématiques vis-à-vis de soi. Et ça, c'est un jeu qui est assez intéressant à faire. Pardon ? Il y a une méthode définie ? La méthode définie, alors bien sûr, il vaut mieux être avec un coach parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus puissant, mais la méthode, elle est la suivante. Il faudrait pouvoir idéalement faire à peu près une dizaine de questions qu'on aimerait poser à son meilleur ennemi. Donner ces questions à une personne, idéalement une personne de confiance, mais qui va quand même être assez sérieuse pour ne pas commencer à pouffer de rire en plein milieu du process. Expliquer la situation à la personne, ensuite prendre quelques minutes on va dire, de concentration et vraiment imaginer qu'on est cette personne. Donc le début, pour que ce soit un petit peu plus facile, le début doit commencer par l'interview que fait la personne de confiance avec vous en tant que meilleur ennemi, en disant voilà, merci beaucoup de me recevoir en entretien, comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait, de quoi êtes-vous le ou la plus fière. Donc en fait, des choses simples qui vont permettre à la personne de pouvoir être, on va dire, vraiment dans les baskets de cette personne. Et puis petit à petit, en fait, au tout début, c'est assez bluffant parce qu'au tout début, c'est assez caricatural. Et puis plus on va commencer à réfléchir aux questions, plus ce qui va être dit va être assez intéressant. Et je conseille vraiment de pas filmer parce que je pense que l'image vient troubler, mais juste enregistrer. Parce que ce qui va être dit peut vraiment être ensuite réutilisé dans des arguments qui peuvent être intéressants dans le fait de mieux comprendre en fait la personne. C'est bon, ça me fait penser un petit peu aux constellations familiales. Et en même temps, c'est drôle parce que moi j'ai en tête, mais c'est mon apprentissage de la vie, donc tu vas me dire ce que tu en penses, une des choses que j'ai appris, c'est que finalement, on peut avoir beaucoup d'empathie, mais on a des modes de fonctionnement qui sont différents. Donc tu peux jamais vraiment te mettre dans les chaussures de l'autre parce qu'en réalité, l'autre, il a des modes de fonctionnement qui ne sont pas les tiens. Et parfois, ce que lui considère comme une décision rationnelle, ou en tout cas qui va correspondre à ses névroses, toi, elle a aucun sens pour toi, en fait. Et du coup, est-ce que ça, c'est pas une limite ? Enfin, je me pose la question en t'écoutant, ça n'a pas vraiment à voir avec notre sujet, mais en même temps, ça m'intéresse. Est-ce que c'est pas une limite de l'exercice ? Parce que l'empathie, je pense que c'est effectivement un truc hyper important à développer. Mais il y a un moment donné, effectivement, moi, ce que j'ai appris, tu vois, de manière très empirique, donc par l'expérience, c'est que parfois, les gens, ils n'ont pas le même mode de fonctionnement et tu peux pas tout comprendre, en fait. Et pourtant. Et pourtant, c'est tellement incroyablement et inéluctablement humain. Moi, je le vois pour avoir travaillé sur le terrain, en humanitaire, que ce soit pour avoir travaillé en entreprise ou... c'est très étrange de voir combien c'est vrai que les décisions sont avant tout prises de façon, entre guillemets, égoïste. C'est-à-dire des choses qui nous dépassent parce que elles ne sont pas faites contre nous. La plupart du temps, les personnes sont persuadées qu'en face, ça a été fait vraiment avec une volonté de nuire, alors qu'avant tout, c'est fait pour vraiment des finalités égoïstes. Ça n'a rien à voir avec... Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'en fait, quand on arrive à se mettre à la place de l'autre, surtout sur du ressenti négatif, parce que c'est sur ça qu'on joue. Tu as raison sur le fait de prise de décision qui quelquefois nous échappe. Mais plus que d'essayer de justifier une prise de décision, c'est plus essayer de comprendre un ressenti négatif que la personne peut avoir vis-à-vis de nous. Et ça, si tu veux, quand tu commences à vraiment creuser l'émotionnel, tu parlais d'empathie, en fait, là, ce que je propose comme travail, c'est vraiment essayer d'aller contre la sympathie, c'est-à-dire contre quelque chose qui serait dans la transe ou ce qu'on va me dire, je vais le ressentir au plus profond de mon être, etc. Non, c'est vraiment comment je peux réussir à pénétrer dans l'univers de l'autre et le laisser me dire ce qu'il a à me dire.
Et c'est assez bluffant, et le théâtre permet ça. C'est qu'en fait, je vais essayer d'accueillir par ma caisse de résonance quelqu'un qui a des choses à me dire. Et tu parlais de constellation familiale, oui, je pense qu'on est assez proche de ce principe. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Je voudrais claquer la porte à la Covid. Définitivement. À tous les variants, à tous les Omicrons, spécial dédicace. Get out of here. Ouais. Vraiment. Dégagez, ça suffit. On a donné. Donc voilà, Vlan. Voilà, au Covid. À la Covid. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.